Alors bonsoir à tout le monde et bienvenue pour cette présentation de DxO Optics Pro 8 avec un thème ce soir qui est au-delà des autoréglages. En fait, nous allons tout simplement explorer un petit peu certains outils de traitement et de correction des images dans ce logiciel. Alors, juste un petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas DxO Optics Pro. Alors, DxO Optics Pro est un logiciel qui permet le développement de fichiers RAW et leur correction. DxO Optics Pro prend également en charge les fichiers TIFF et JPEG. Et la philosophie, en fait, est d'appliquer des corrections d'images en mode automatique à tous les niveaux, que ce soit l'exposition, le contraste, les couleurs, la netteté, la correction des objectifs, la correction du bruit, bien entendu, de sorte à avoir un flux de travail rapide, complet et fluide, qui vous permet à la fin d'exporter vos images dans un format exploitable à partir d'un fichier RAW, c'est-à-dire, comme je l'ai dit auparavant, du JPEG et du TIFF. En ce qui concerne le logiciel lui-même, je rappellerai tout simplement que DxO Optics Pro 8 est composé de 3 onglets. Le premier qui s'appelle Organiser, dans lequel on va pouvoir gérer le contenu du disque dur et les images qui sont stockées, également sous la forme de projets, comme vous verrez un petit peu plus tard, on y reviendra assez souvent pour aller chercher les images. Alors les projets, je rappelle, ce sont des dossiers virtuels qui vous permettent de stocker des photos, sachant qu'une photo peut faire partie de plusieurs projets en même temps. On a ensuite l'onglet personnalisé qui, lui, contient tous les outils de correction des images. On a deux types d'interfaces. Par défaut, on a un espace de travail simplifié pour les utilisateurs débutants, ou comme ici, on a un espace de travail expert avec tous les outils à notre disposition. Enfin, le troisième et dernier onglet, l'onglet traité, lui, qu'on va voir à la fin de cette présentation, pardon, va permettre d'exporter les images dans différents formats avec différents réglages, sachant, et c'est également une fonction qui est assez peu connue même des utilisateurs eux-mêmes, une fonction qui permet d'exporter, de faire des exportations multiples dans différents dossiers avec plusieurs formats et le tout de manière simultanée. Alors, la première partie de ce webinaire va être consacrée au traitement des images. On aura également l'occasion de voir comment restaurer les hautes lumières. On va voir un petit peu la gestion de la netteté et voir la différence notamment entre ce qu'on appelle la netteté de l'optique qui est appliquée par les modules optiques d'Optics Pro et le masque de netteté qui est un outil plus classique qu'on va trouver dans l'onglet personnalisé. Ensuite, on continuera avec la création de copies virtuelles qui vont vous permettre de créer plusieurs versions de la même image et à chaque fois avec des corrections différentes. Et à la fin, nous verrons les options de sortie et comment gérer ces formats de sortie, les différents dossiers de destination, et on fera évidemment une démonstration en live avec ces différentes fonctions. Alors tout d'abord, nous allons voir les réglages de base pour faire 80% du traitement. Nous allons parler de la balance des blancs, de la compensation d'exposition, de DxO Smart Lighting, le contraste, la différence entre le contraste et le micro-contraste, et après on verra également l'accentuation des couleurs avec la différence entre vibrance et saturation. Alors pour la balance des blancs, je vais d'abord aller dans mes projets où j'ai préparé mon dossier concernant la balance des blancs. Alors, on a un certain nombre d'images qui vont s'afficher à l'écran. Alors je vais prendre d'abord un portrait tout simple, un instantané fait à la maison. Je bascule sur l'onglet personnalisé. Alors cette image,
a déjà été traité par l'autoréglage par défaut d'Optix Pro 8. Alors l'autoréglage, c'est tout simplement un empilement de corrections qui est exécuté automatiquement par l'application, et ça inclut également la balance des blancs. Mais ici, le réglage de balance des blancs est resté sur celui du boîtier, c'est-à-dire le réglage original. Alors pour trouver l'outil de balance des blancs, vous passez à droite dans les palettes et vous avez une palette lumière et couleur dans laquelle se trouve la sous-palette balance des blancs. Alors si cette palette est fermée, il suffit de cliquer sur l'entête pour l'ouvrir comme ceci. Alors dans l'analyse de cette photo, on voit qu'on a quand même une dominante chaude très marquée. Alors on a la possibilité d'essayer un certain nombre de pré-réglages qui sont en fait basés sur les réglages du boîtier. Alors si je passe par exemple sur lumière du jour, ici à droite, vous allez voir là qu'on est un petit peu dans les choux, l'image est complètement rouge. En fait, cette photo à l'origine a été prise avec un mix d'éclairage tungstène et d'éclairage lumière du jour. Alors on va continuer, on va essayer de passer sur tungstène pour voir ce que ça donne. Alors là, on a déjà un résultat peut-être un peu plus équilibré. Vous voyez, si je fais avant, après, on a retrouvé des tons chers et un meilleur équilibre. Le papier est redevenu blanc, mais on peut obtenir un résultat encore plus précis, tout simplement avec la pipette. Alors je vais revenir au réglage original, comme ceci. Je vais prendre la pipette qui se trouve à droite. Dès que je clique dessus, je bascule en mode comparaison, donc à gauche l'image avant correction et à droite l'image après correction. Je prends ma pipette et là je vais devoir trouver de préférence un gris moyen, et si je ne trouve pas de gris moyen dans l'image, je peux essayer de me rabattre sur une surface blanche, pas trop brillante de préférence. Alors je vais cliquer en bas de la photo à gauche, comme ceci, et vous allez voir le résultat à droite qui est effectivement beaucoup plus équilibré. Donc les tons chers, le blanc du papier, le gris du crayon. Ici, on peut essayer en cliquant sur le gris du crayon, comme ceci, pour voir s'il y a une petite différence. Moi, sur mon écran, je vois un léger réchauffement des couleurs, mais d'une manière globale, on est quand même arrivé facilement et rapidement à un résultat satisfaisant. On va prendre un autre exemple. Là, la photo de cette église a été prise donc de nuit avec un éclairage de type industriel. Et là, si je vais chercher mes réglages boîtier, vous voyez, tungstène par exemple, je n'obtiens pas non plus de résultats satisfaisants. Alors, je reprends ma pipette et je vais essayer de trouver une surface neutre. Alors, dans le cas de cette église que je connais bien, le seul blanc présent à l'image, c'est tout simplement celui de l'horloge du clocher. Alors je clique tout simplement dedans. Alors pour plus de précision, je peux également zoomer dans la photo, bien entendu. Vous voyez ici, j'ai du blanc. Je clique donc sur cette surface blanche et vous voyez à droite, je retrouve des teintes beaucoup plus naturelles par rapport à l'image d'origine. Ces teintes, je peux les faire varier légèrement grâce au curseur température et teinte qui se trouve dans la sous-palette balance des blancs. Alors on voit ici que je suis plutôt dans les tons froids en ce qui concerne la température. Alors si je vais vers la droite, mes tons vont rapidement se réchauffer pour revenir à peu près à ce qu'était l'image originale. Et si je vais complètement à gauche, vous voyez, je refroidis de manière exagérée l'image avec du bleu. Il reste toujours des résidus, lorsqu'on ajuste la balance des blancs, des résidus de teinte magenta ou verte. Donc à ce moment-là, on peut les corriger également avec le deuxième curseur. Si je déplace vers la gauche, vous voyez,
mon image devient verte, et si je pars vers la droite, voilà, je reviens à la photo de l'église, puisqu'a priori, il y a eu un problème de son. Donc, j'expliquais tout simplement que je pouvais reprendre les réglages de balance des blancs ou les affiner avec les curseurs température et teinte. Alors, la température, donc si je vais vers la gauche, je vais refroidir l'image tout simplement en y injectant du bleu. Et si je pars vers la droite, je réchauffe en allant vers le jaune, comme ceci, jusqu'à ce que mon image reprenne l'aspect de l'original, ce qui n'est évidemment pas le but de la manœuvre. Et en dessous, j'ai le curseur teinte qui va me permettre, quant à lui, de compenser les teintes vertes ou magenta résiduelles dans l'image. Alors, il ne faut pas hésiter à faire des essais. Vous pouvez également créer des copies virtuelles si vous n'êtes pas sûr de vos réglages du premier coup. Créer des copies virtuelles et appliquer différents réglages à chacune de ces copies virtuelles. Alors, je retourne maintenant dans mes souterrains à Amboise, où j'expliquais que ce genre d'image correspond à peu près au souvenir que j'en ai en tant que photographe, c'est-à-dire un endroit peu éclairé, une ambiance un petit peu chaude avec quelques éclairages tungstène. Maintenant, si j'essaye quand même de corriger la balance des blancs, par exemple en cliquant sur le talon blanc des chaussures de la personne au premier plan, là j'obtiens une correction qui me permet d'avoir un aspect qui semble un peu plus naturel à l'œil, mais dans ce cas-là, on perd l'ambiance d'origine, et maintenant, de ce point de vue, c'est à vous de faire ce choix pour des raisons techniques ou tout simplement d'ordre artistique. Alors voici pour la balance des blancs, donc un outil qui est très simple à utiliser. Pour récapituler, donc trouver une surface gris moyen à l'image, ou à défaut une surface blanche. Vous pouvez également, alors faites attention si vous utilisez une surface en papier, parce que certains papiers sont plutôt bleutés ou plutôt jaunes et vont forcément influer sur les couleurs et les teintes de l'image. Alors en ce qui concerne le traitement des photos, on va maintenant passer à tout ce qui concerne l'exposition et le contraste. Donc on peut voir cette photo qui a été prise quasiment à contre-jour. Si je clique, vous voyez, vous sélectionnez la petite flèche en haut et vous emmenez le pointeur sur l'image et vous cliquez, vous avez l'image avant, comme ceci, et quand vous relâchez le bouton de la souris, l'image après correction. Vous voyez que les arbres au premier plan ont été complètement débouchés et qu'on a récupéré un peu de matière dans les hautes lumières au milieu de l'image. Alors ce qu'on va essayer de faire ici, on va essayer de récupérer plus de haute lumière et d'éclaircir un peu plus ces arbres au premier plan. Alors pour cela, on a deux possibilités. On peut soit tout simplement aller chercher un autoréglage dans le menu qui porte le même nom, ajustement de couleur et de lumière, et vous voyez ici, j'ai un certain nombre de presets qui sont embarqués dans le logiciel, restauration des hautes lumières, fort, léger et moyen. Alors la petite fenêtre d'aperçu que vous voyez à droite, pour l'instant n'existe que sur la version Mac que vous voyez actuellement à l'écran. Alors je vais prendre le réglage le plus poussé, restauration des hautes lumières, comme ceci. Donc on a l'impression d'avoir donné un coup de flash pour éclairer cette image, et on a récupéré également pas mal d'informations dans les hautes lumières. Alors je vais vous refaire une comparaison avant-après en cliquant, comme ceci. Vous voyez l'image de départ et ce qu'on a réussi à obtenir, ce qui est quand même remarquable, sachant que les capteurs d'appareils photo n'ont pas forcément
une plage dynamique très étendue, mais c'est également tout l'intérêt de travailler en RAW, tout simplement parce qu'on va pouvoir disposer d'une grande latitude de correction, et cette latitude de correction n'est tout simplement pas possible avec des fichiers bitmap, que ça soit des JPEG ou dans une moindre mesure des TIFF en 16 bits. Donc travaillez toujours en RAW, faites ce genre de correction avec des fichiers RAW et après éventuellement passez au TIFF et au JPEG pour imprimer ou diffuser vos images sur le web. Alors je vais vous montrer une autre correction équivalente en changeant d'image, comme ceci. Alors là aussi, je pourrais aller chercher un autoréglage pour retrouver de la lumière dans les ombres, mais je dispose également d'un certain nombre de commandes dans la sous-palette lumière et couleur. On a la compensation de l'exposition qui va permettre de récupérer des informations dans les hautes lumières. Et on a également le Smart Lighting, qui est une nouveauté de DxO Optics Pro 8, qui va permettre de récupérer cette fois principalement des informations dans les basses lumières. Alors, j'ai la possibilité de jouer avec un certain nombre d'automatismes. Alors donc, dans compensation de l'exposition, je suis réglé sur Smart, donc la correction intelligente par défaut qui est appliquée par l'autoréglage par défaut de DxO. Alors pour les personnes qui n'utilisent pas le logiciel, sachez tout simplement que lorsque vous ouvrez des images dans Optics Pro, par défaut, Optics Pro va appliquer sa recette de traitement, donc cet empilement de correction dont je vous parlais au début du webinaire. Alors bien entendu, pour information, vous avez également la possibilité de créer vos propres autoréglages et nous verrons comment procéder tout à l'heure. Alors je vais changer de type de correction et je vais essayer, par exemple, carrément priorité haute lumière, réglage fort. Donc vous voyez, j'ai récupéré beaucoup plus d'informations dans le ciel par rapport à l'image d'avant, comme ceci. À part évidemment le disque solaire, bon, les sources de lumière ponctuelles, les reflets spéculaires, bien évidemment, on ne va pas essayer d'aller chercher des informations dedans puisqu'il n'y en a pas. Par contre, tout ce qu'il y a autour, le ciel, là, il y a toujours des informations exploitables. Alors maintenant, nos bâtiments ici sont très sombres. Alors je vais aller dans le panneau Smart Lighting. Je suis sur léger et je vais le régler sur moyen. Alors vous voyez ce que j'ai pu récupérer par rapport avant, après, avant, après. Vous voyez, c'est assez remarquable et c'est d'autant plus remarquable que les algorithmes du Smart Lighting sont également capables de contenir la montée du bruit parce que le bruit se situe surtout dans les ombres et dans les zones sombres d'une image. Et évidemment, le but, c'est de pas d'éclairer des ombres en faisant monter, par exemple, le bruit de chrominance qui se manifeste sous forme d'amas magenta et vert. Donc, sachez que Smart Lighting est tout à fait capable de contenir cette montée du bruit. Alors, si les réglages automatiques ne me conviennent pas, là ici je suis sur fort, je vais zoomer dans l'image à 100%, voilà. Et là vous pouvez voir, malgré le fort éclairage, qu'il n'y a absolument aucun bruit visible à part une très légère granulation, mais on ne voit pas de bruit de chrominance malgré cet éclairage extrêmement poussé. Je peux reprendre ces corrections manuellement. Par exemple, dans le Smart Lighting, j'ai le curseur intensité que je peux ramener vers la gauche pour assombrir les zones sombres de l'image. Pareil pour la compensation de l'exposition, je peux très bien reprendre mes réglages en manuel pour leur donner une petite touche finale. Dans le cas de cette image, par exemple, le but, c'est de pouvoir
obtenir un résultat le plus naturel possible. Alors voici donc pour les fonctions de correction de la tonalité, c'est-à-dire l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les basses lumières. Pour cela, vous disposez donc d'autoréglage. Vous disposez également d'automatisme de correction avec la compensation de l'exposition et DxO Smart Lighting, sachant que vous pouvez tout reprendre à la main. Et sachez aussi que dans la sous-palette lumière et couleurs avancées, vous avez la courbe des tons. Si vous avez l'habitude de travailler avec ce genre d'outils, vous pouvez très bien utiliser la courbe des tons, mais le problème c'est que la courbe des tons reste quand même assez complexe à utiliser et a plutôt tendance à faire fuir les photographes. Sinon, vous avez la tonalité sélective avec les 4 curseurs ici qui vont vous permettre d'agir sur des zones précises de l'image, haute lumière, ton moyen, donc on assombrit vers la gauche, on éclaircit vers la droite. Voilà donc pour les outils de correction de la tonalité. Ensuite, nous allons parler du contraste et plus particulièrement du micro-contraste. En fait, le micro-contraste, c'est la possibilité de révéler les micro-détails d'une image. Alors, où se trouve ce curseur micro-contraste? Et bien, tout simplement dans la palette lumière et couleur, on a une sous-palette qui s'appelle contraste avec 2 curseurs. L'un, contraste, donc va jouer sur l'écart, si vous voulez, entre les hautes lumières et les basses lumières dans une image. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce curseur micro-contraste qui, pour certains sujets, vont vous donner beaucoup de pêche. Alors c'est une commande qui s'applique très très bien à la photo d'architecture, aux sujets techniques, photographie de véhicules, photographie de sport. Et si on va vers la droite, on va accentuer les détails. Si on va vers la gauche, on va les diffuser. Et cette diffusion pourra être exploitée en portrait, par exemple. Alors, on va agrandir cette image. On va prendre par exemple le sol, ici, donc constitué de pavés, et regardez ce que va faire le curseur micro-contraste. Là, je le règle quand même assez fort, hein, comme ceci. Vous voyez, le curseur micro-contraste a tout simplement révélé la structure, les détails du pavement. Alors si je fais un clic dans l'image avant-après, vous voyez ici on a une espèce de surface vaguement granuleuse sur un écran, et après on retrouve pas mal de détails à ce niveau. Alors on peut aller pardon, un peu plus loin, comme ceci, avec le mur du fond. Je vais faire avant-après. Vous voyez, donc là on a une image assez plate, et si j'applique ce micro-contraste, comme ceci, regardez, on révèle vraiment tous les détails. Hein, je vais vous montrer avec une autre photo. Voilà, regardez ce genre de sujet. Alors, donc correction avant à gauche et après à droite. Là j'applique du micro-contraste encore. Vous voyez la différence? La texture des pierres de la maison est beaucoup plus présente à droite qu'à gauche. Hein. Ça donne vraiment beaucoup de pêche à l'image. Alors en principe, pour voir ces corrections, il faut quand même zoomer dans la photo de préférence, mais sachez que DxO Optics Pro 8 a également une nouvelle option qui permet de visualiser ce genre de correction à des valeurs de zoom inférieures. Mais je vais retourner à mon réglage à 100%, à mon agrandissement pardon à 100%, et vous allez voir la différence. Vous voyez ici c'est assez flagrant quand même, la différence de présence entre l'image avant correction à gauche et l'image après correction à droite. Alors voilà pour le
pour le micro-contraste. Maintenant, on va passer à toute autre chose. On va passer à l'accentuation des couleurs. Donc, je vais retourner chercher une photo appropriée, une photo colorée. Voilà, comme ceci. On va prendre cette image. Alors l'accentuation des couleurs, qui se trouve également dans la palette lumière et couleur. En fait, la palette lumière et couleur, c'est tout simplement les réglages de base. Ce sont les fameux 80% de réglages que vous allez appliquer à vos fichiers RAW. Alors l'accentuation des couleurs, je dispose de la vibrance et de la saturation. Alors comment ça fonctionne sous le capot? En fait, c'est assez simple. La saturation va amplifier, lorsqu'on va vers la droite, va amplifier la totalité des couleurs présentes à l'image. Voilà, comme ceci. Je vous montre avant et après. Donc là, c'est après application de la saturation. Et ça, c'est avant. Avant correction, après correction. Hein. La différence est quand même assez remarquable. Par contre, si je vais complètement à gauche, bien évidemment, je vais désaturer. Alors la désaturation, ça peut être bien pour ces effets à la mode qu'on recherche comme l'effet grunge, par exemple. Ou alors on peut passer quasiment à une image en niveau de gris. Donc ça, c'est le curseur saturation qui va agir sur la globalité des couleurs dans l'image. Sinon, vous avez le curseur vibrance qui agit de manière plus fine, dans le sens où c'est surtout le bleu du ciel qui va être renforcé. Alors je vais déplacer, vous voyez, donc au bout d'un certain, au-delà d'un certain réglage, bien évidemment, on va renforcer toutes les couleurs, mais vous voyez ici le bleu du ciel a vraiment pris de la pêche. Et l'autre effet de la vibrance, c'est également jusqu'à un certain point de protéger, d'éviter la saturation excessive des tons chers en photo de portrait. Voilà, donc avec la saturation, pour récapituler, on a le renforcement global des couleurs ou une atténuation complète pour se retrouver avec des niveaux de gris uniquement. Et vibrance, on a un renforcement sélectif des couleurs avec une préférence pour le bleu, notamment pour souligner le bleu du ciel. Alors voici pour les 80% du traitement. Alors la restauration des hautes lumières, en fait, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, je vous en ai parlé en même temps. Donc on peut revenir dessus rapidement. Je vais retourner dans mon onglet organisé. Alors vous voyez là, j'ai placé mes images en fonction des différents thèmes devant être abordés ce soir. Hein, c'est tout simplement avec les projets qui sont des dossiers virtuels pour vous aider dans l'organisation de votre flux de travail. Alors oui, ici on a pas mal d'exemples intéressants. On va prendre la photo de la mariée ici. Je retourne dans l'onglet personnalisé. Et là, je vais voir ce que je peux récupérer avec l'autoréglage de récupération des hautes lumières. Donc je retourne dans ajustement de couleur et de lumière, restauration des hautes lumières, fort, léger, moyen. Alors je vais partir sur fort, ce sera peut-être plus facilement visible pour vous. Vous voyez, tout ce que j'ai pu récupérer en densité dans le ciel sans pratiquement avoir modifié ni perturbé la partie basse de l'image qui est à peu près correctement exposée. Hein, tout simplement en allant chercher un autoréglage. Et bien évidemment, ce genre d'effet, vous pouvez l'obtenir également, comme je vous l'ai montré il y a un quart d'heure environ, avec la correction de compensation d'exposition ou le DxO Smart Lighting qui est lui plus orienté sur l'éclaircissement des zones sombres de l'image. On peut voir aussi avec cette image, par exemple, alors là on a une image qui est
à peu près bien exposé au premier plan, donc qui restitue le côté un petit peu sombre de ce lieu. Par contre, bien évidemment, tout ce qui est à l'extérieur est très clair. Alors on peut imaginer également que vous fassiez une photo dans une pièce et que de l'autre côté de la fenêtre et de la baie vitrée, eh ben, le paysage est un petit peu surexposé. Alors là aussi, je vais pouvoir très facilement récupérer des détails dans les hautes lumières. Alors là, j'ai éclairci également l'ensemble de l'image. Vous allez voir si je zoome au fond comme ceci et je clique pour vous montrer l'image avant. Vous voyez, ça c'est avant, après. Hein, j'ai quand même récupéré pas mal d'informations dans les hautes lumières. Alors évidemment, je peux essayer de corriger encore un peu plus en jouant avec le curseur exposition par exemple, avant, après, avant, après. Hein, donc vous pouvez voir que DxO Optics Pro a des capacités de récupération de haute lumière, de récupération d'informations également dans les basses lumières sans qu'il y ait de montée de bruit. C'est assez remarquable, et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que la plupart du temps, on peut faire confiance aux automatismes parce que ces automatismes fonctionnent réellement et sont particulièrement efficaces. Pour finir avec cette partie, on peut voir cette photo qui est très intéressante également. Vous voyez, on a un paysage avec un ciel qui est beaucoup trop clair. Si je vais chercher mes autoréglages de restauration de haute lumière, hein, voilà le résultat qu'on arrive à obtenir. Vous voyez, c'est quand même assez remarquable. Avant, après, avant, après. Hein, donc on a vraiment d'énormes possibilités, mais à une seule condition. Un conseil que je renouvelle encore une fois, c'est de faire les photos en RAW et si possible, essayer de favoriser les hautes lumières dans l'exposition, parce qu'il vaut mieux ne pas perdre d'informations dans les hautes lumières, sachant qu'on pourra toujours éclaircir les ombres et les zones sombres, et en plus sans monter du bruit grâce aux performances de DxO Optics Pro 8. Alors voici pour la restauration des hautes lumières. Maintenant, on va parler un petit peu de netteté avec la netteté de l'objectif et le masque de netteté, qui sont deux outils à votre disposition mais qui s'utilisent différemment. Alors, je passe dans mon dossier netteté. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous avais parlé de la possibilité de placer la même image dans plusieurs projets différents. Vous voyez, c'est le cas avec cette photo qu'on avait également dans le projet micro contraste, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je retourne dans mon onglet personnalisé. Alors, pour la netteté, dans DxO Optics Pro, vous avez deux possibilités. La première possibilité, si le couple boîtier-objectif utilisé pour faire la photo est pris en charge par un module optique DxO, et bien DxO Optics Pro va tout simplement optimiser le piqué de votre image, et il va le faire tellement bien qu'on va pouvoir révéler tous les détails de manière totalement automatique, avec en plus l'application de cette netteté va se faire pixel par pixel en fait, en tenant compte de la position des pixels dans l'image, c'est-à-dire que sachant que l'image au centre sera toujours plus nette, plus piquée que sur les bords, et bien DxO Optics Pro 8 est tout à fait capable d'en tenir compte et d'égaliser le piqué dans l'image entre la périphérie et le centre. Alors, on va voir pour cette photo qui est prise en charge donc par un module optique, comme en témoigne le témoin vert ici dans la vignette. Alors, je vais zoomer dans la photo et
Voilà, je vais me mettre ici en périphérie d'image, hein, je suis à côté gauche. Voilà donc, regardez cette partie de l'image là autour du cadre rouge de la fenêtre. Maintenant, je vais cliquer pour vous montrer à quoi ressemblait l'image avant cette correction. Vous voyez la différence? Donc là, on a une image plate, terne, pas piquée du tout. On a également beaucoup d'aberrations chromatiques. Vous voyez ici en haut de l'image. Également ici, on voit du vert le long de cette partie de l'image. Maintenant, je relâche le bouton de la souris pour vous montrer l'image après application de cette optimisation du piqué et également la disparition des franges colorées grâce aux algorithmes de correction optique. Donc vous pouvez voir vraiment que cette optimisation de piqué a été faite de manière entièrement automatique. Je ne suis pas du tout intervenu sur aucun curseur. Si je vais sur cette partie de l'image qui est un peu plus proche du centre, vous voyez, je clique avant, regardez le chapiteau des colonnes, regardez ce manque de piqué dans l'image originale, et là j'applique l'optimisation du piqué, la netteté de l'objectif, donc voilà, je relâche, vous voyez un petit peu la différence qui est remarquable, et en plus c'est une application de la netteté qui est puissante, qui est vraiment présente à l'image, mais qui se produit également tout en finesse parce qu'on ne voit pas d'artefacts, on ne voit pas de bords blancs le long de contours, comme avec certains outils de logiciels concurrents. Donc vous pouvez faire totalement confiance, une fois de plus, à ce genre d'automatisme dans OptiX Pro 8. Alors l'autre possibilité pour régler la netteté, notamment si notre appareil et notre objectif ne sont pas pris en charge par un module optique DxO, c'est le masque de netteté. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement désactiver les réglages de cette photo, tout simplement en allant dans Appliquer un autoréglage et en cliquant sur Aucune correction. Vous voyez, je retrouve mon image fadasse d'origine. Je m'en excuse auprès de l'auteur éventuel de la photo, mais bon, quand un objectif n'est pas piqué ou très performant, ça finit par se voir à l'écran, notamment à 100%. Alors donc maintenant, on va aller chercher notre outil masque de netteté qui se trouve, alors vous voyez, il y a beaucoup d'outils dans DxO OptiX Pro. Vous voyez ici netteté de l'optique qui peut être corrigée éventuellement à la main. Regardez, si je l'active, je peux reprendre tous mes réglages à la main, bien évidemment, avec le curseur global détail pour l'extraction de détails et bokeh qui me permet, si vous voulez, de faire en sorte de conserver un bokeh, c'est-à-dire un flou d'arrière-plan agréable à l'œil en atténuant les effets de l'accentuation. Alors on va retourner dans la palette détail où se trouve notre sous-palette masque de netteté. Alors, dans masque de netteté, j'ai 4 curseurs disponibles. Alors, l'intensité, c'est tout simplement le gain, en fait, dans l'équivalent du gain dans Photoshop, c'est-à-dire qu'on va appliquer globalement un renforcement de netteté qui est en fait une astuce qui consiste à renforcer le contraste des contours. Donc, je vais pousser un peu le réglage vers la droite. Alors en général, les fichiers RAW encaissent très très bien de fortes accentuations. Donc vous pouvez voir ici mon chapiteau de colonne qui est devenu bien net. Si je fais avant-après, voilà, donc là avant, donc c'est flou. À droite, c'est bien net. Alors le rayon, lui, tout simplement, va déterminer, si vous voulez, pour simplifier à l'extrême, l'accentuation, je vous ai précisé auparavant que c'était le renforcement des contrastes de contours. En fait, le rayon, lui, va agir, si vous voulez, sur l'épaisseur de ces contours. En fait, le rayon des pixels adjacents, tout simplement. Et
plus la valeur est élevée et plus ce contour dont on va renforcer la netteté va s'élargir et inversement. Le seuil et le bord, et c'est surtout le bord qui va nous intéresser maintenant, le bord, lui, va vous permettre de renforcer la netteté sur les bords de l'image par rapport au centre pour retrouver un petit peu cet effet qu'on avait avec la fonction automatique netteté de l'objectif. Alors pour cela, je vais me placer à gauche, comme ceci, comme auparavant. Voilà. Alors si je clique dans l'image, donc vous voyez, je retrouve mon image un peu floue, un peu terne, comme ça. Donc maintenant, je relâche le bouton de la souris. J'ai le masque netteté, l'intensité qui a été appliquée dans cette photo. Et maintenant, je vais utiliser le curseur bord pour renforcer la netteté, principalement au bord de l'image. Alors, cette accentuation bord va s'ajouter à l'accentuation globale. Ces 10 dernières minutes, ce dernier quart d'heure, avec la création de copies virtuelles. Alors les copies virtuelles, eh ben, c'est très simple, hein, on peut créer tout simplement différentes copies de l'image, donc copies virtuelles tout simplement parce qu'elles n'existent pas, ce ne sont pas des images physiques, ce sont tout simplement des jeux d'instructions qui font qu'on a l'impression qu'on a une vraie image. Et d'ailleurs, le travail sur ces copies virtuelles est équivalent à celui d'une image normale. Vous pouvez exporter et diffuser ces images, vous pouvez les imprimer, bien entendu. Alors pour créer une copie virtuelle, je vais dans l'explorateur d'images en bas de la fenêtre d'Optix Pro 8, je fais un clic droit sur une vignette, et dans le menu contextuel, je choisis créer une copie virtuelle. Voilà, c'est tout simple. Donc, à gauche ici, portant le numéro 1, j'ai l'image originale. Et à droite, portant le numéro 2, j'ai l'image, enfin j'ai la copie virtuelle. Et je peux créer autant de copies virtuelles que je veux et appliquer des réglages différents à chacune de ces copies virtuelles. Alors on va s'amuser un petit peu avec les autoréglages. Ajustement de couleur et lumière, on va faire par exemple noir et blanc pour la numéro 3. Pour la numéro 4, on va prendre photo ancienne, voilà, comme ceci. Pour la numéro 2, on va prendre une autre correction, carte postale, voilà, comme ceci. Voilà, maintenant si je passe d'une image à l'autre, vous voyez, là je suis sur la numéro 2, sur la numéro 3 en noir et blanc, et sur la numéro 4 en photo ancienne. Donc j'ai appliqué ici 3 réglages totalement différents aux copies virtuelles. Donc c'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir créer plusieurs versions de vos photos. Alors soit pour vous entraîner, soit pour apprendre à utiliser les outils, soit parce que vous hésitez entre plusieurs réglages. Par exemple, on peut penser au portrait, on peut penser au portrait de la mariée, parce que vous hésitez à lui fournir soit une image en couleur naturelle originale, soit une version noir et blanc, soit une version sépia. Vous voyez, ça multiplie vraiment les possibilités de travail avec Optix Pro 8. On a également la possibilité de créer des autoréglages, puisqu'on a beaucoup parlé quand même d'autoréglages pendant ce webinaire. Alors les autoréglages, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de corrections. Alors Optix Pro 8 est livré avec un nombre assez conséquent d'autoréglages, comme on a pu le voir pendant le webinaire, mais bien entendu, vous avez la possibilité de créer vos propres autoréglages et même éventuellement de demander au programme de remplacer l'autoréglage par défaut par un autoréglage personnalisé. Alors, je ne sais pas ce qu'on va prendre comme exemple. On va partir de notre image originale ici et on va faire un certain nombre de corrections. Alors je vais exagérer mes réglages bien évidemment, pour que vous puissiez bien voir la différence.
On va appliquer une balance des blancs un peu n'importe comment. On va essayer de faire un effet artistique. Voilà, comme ceci. On va appliquer, non, pas dans les corrections optiques, on va voir dans la palette Film Pack, appliquer voilà, vignettage créatif, voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai appliqué un vignettage soi-disant créatif avec une balance des blancs complètement à la rue. Alors à partir de là, je vais pouvoir créer mon propre autoréglage qui se trouve, le panneau se trouve ici à gauche, à condition d'être dans l'espace de travail utilisateur avancé. Alors pour créer cet autoréglage, je clique sur le bouton créer un nouvel autoréglage, comme ceci. L'interface sur PC est légèrement différente, mais le principe est tout à fait le même. Alors, je donne un nom à mon autoréglage. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je clique sur le bouton édition. Alors, ce bouton édition va me permettre tout simplement de sélectionner les corrections que je veux avoir dans mon autoréglage. Alors, j'étais parti, donc là il faut que je recommence, j'étais parti sur une balance des blancs sur fluorescent, comme ceci. Alors vous voyez la différence d'interface, je suis en mode d'édition d'autoréglage, c'est-à-dire que j'ai des bandes orange ici qui s'affichent le long de mes palettes. Alors ça c'est sur la version Mac et sur la version PC. Si je me souviens bien, c'est en bleu, tout simplement. Et là, je vais pouvoir sélectionner, corriger l'image et sélectionner tous les outils que je veux intégrer à mon autoréglage. Alors, vignettage, on va prendre un vignettage créatif, comme ceci. Voilà, je règle l'intensité, vous voyez. Donc, le vignettage créatif est coché. La palette concernée est partiellement cochée, donc c'est un autoréglage partiel en fait, et juste la balance des blancs, comme ceci. J'enregistre l'autoréglage, et maintenant je peux retrouver celui-ci dans le menu d'application des autoréglages. Vous voyez, avec le preview qui me montre ma correction fantaisiste. Alors je vais aller chercher une autre photo, pas besoin d'aller bien loin, je prends cette version noir et blanc par exemple. Voilà, là j'applique mon autoréglage avec, bon je suis parti d'une image noir et blanc, donc on bascule pas dans le mode couleur. Je vais aller chercher une autre photo. Alors on va prendre cette photo sur laquelle on va revenir dans quelques minutes. Voilà, autoréglage grunge, vous voyez. Donc ma balance des blancs qui change et l'application de mon vignettage excessif. Voilà donc la démonstration que je viens de faire, un petit peu empirique, mais pour être plus sérieux, vous pouvez utiliser un autoréglage. Par exemple, souvent on fait le reproche à Optix Pro 8 de lisser beaucoup trop l'image lorsqu'on corrige le bruit. Alors vous pouvez régler le bruit à votre guise et ensuite développer un autoréglage basé sur vos corrections que vous appliquerez après systématiquement à toutes vos images. On peut partir sur des autoréglages qui correspondent à une plage de sensibilité par exemple. Donc vous pouvez vraiment faire un petit peu tout ce que vous voulez grâce à ce système qui accélère considérablement le flux de travail. Alors je voulais revenir sur cette photo pour vous montrer un petit peu jusqu'à
jusqu'où on peut aller avec un logiciel comme OptiX Pro 8. Alors par exemple ici j'ai une photo un peu terne, disons qu'elle est à contre-jour, le paysage n'est pas vraiment mis en valeur et j'aimerais obtenir ceci. Hein, donc c'est vraiment une dérive très artistique de l'image, mais c'est extrêmement facile à faire. La première chose à faire ici, c'est tout simplement de changer la balance des blancs pour réchauffer l'image, comme ceci. Ah, donc je pousse un petit peu mes réglages. Ensuite, cette partie qui est toujours un petit peu sombre, eh ben, je vais pouvoir utiliser le Smart Lighting pour l'éclaircir. Alors là, je suis sur léger, mais on va aller sur moyen. Vous voyez, donc j'ai considérablement récupéré les informations dans les ombres et je peux vous prouver qu'il n'y a absolument aucune montée de bruit en zoomant dans la photo, tout simplement. Vous voyez, donc on garde vraiment une qualité d'image exceptionnelle, même en poussant les réglages. Hein. Voilà donc le Smart Lighting sur moyen. On peut également peut-être donner plus de patates au rocher avec le curseur micro-contraste, comme ceci. Vous voyez la différence, hein, c'est assez impressionnant. Là, je vais éteindre temporairement le panneau contraste. Vous voyez, avant, après. Vous voyez la montée de détail qui est assez spectaculaire. Hein. Et puis, éventuellement, je peux également rendre les couleurs un peu plus chatoyantes. Avec le curseur vibrance, on peut vraiment aller très loin dans les réglages, même si on part d'une image un peu loupée, vous avez toujours cette latitude de développement permise par les fichiers RAW. Alors maintenant, j'aimerais finir ce webinaire, puisqu'il est déjà 21 h, on va déborder un petit peu sur l'horaire si les amis de DxO sont d'accord. Hein, on va parler des options de sortie. Donc on va récupérer un certain nombre d'images pour faire des exportations multiples. Alors, je vais prendre un autre dossier comme ceci. Et on va basculer dans l'onglet traité. Alors l'onglet, bon c'est bon, j'ai la confirmation pour continuer un peu. Donc l'onglet traité, ben, c'est tout simplement là que vous allez réellement appliquer toutes les corrections, tous les réglages aux images et notamment évidemment aux images que vous allez exporter dans plusieurs formats de sortie. Donc l'onglet traité, lui, est divisé en deux parties principales. La partie de droite, où vous allez voir surtout des vignettes et les barres de progression pendant le traitement des images. Et à gauche, les différentes options de sortie qui sont récapitulées. Ici, donc là, on a les réglages, les options de sortie fournies par défaut. Donc, on peut sortir en JPEG, en TIFF, en TIFF 8 bits, en DNG linéaire. Mais on a également la possibilité d'exporter les images dans des formats très précis. Par exemple, en saisissant la dimension des photos qu'on veut publier sur une galerie web. Alors ce que je vous propose, c'est de sélectionner un certain nombre de photos et de faire une démonstration live de ces possibilités d'exportation simultanée. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à une exportation en TIFF en qualité 16 bits. Alors évidemment, je peux choisir d'exporter mes images dans le même dossier que l'image originale ou choisir un autre emplacement. Et dans cet emplacement que je vais choisir, je peux également créer un sous-répertoire, donc un sous-dossier qui va accueillir les photos exportées, sachant que bien évidemment je peux créer autant de sous-répertoires qu'il y a de formats de sortie. Alors donc ici on va créer un sous-répertoire pour les TIFF.
DxO Optics Pro va ajouter un suffixe au nom de vos images. On a la possibilité également de redimensionner l'image, de modifier la résolution avec plusieurs algorithmes d'interpolation. On peut également joindre un profil ICC à l'image et nouveauté de DxO Optics Pro 8.1, supprimer également les données EXIF à l'exportation parce que vous n'avez pas forcément envie de savoir comment vous avez travaillé et avec quoi, ou alors des informations plus sensibles comme des coordonnées GPS qui pourraient être intégrées à vos photos ou tout simplement des informations d'ordre technique. Et ensuite, on va choisir un deuxième format de sortie, donc format JPEG Web 600 pixels. Donc tout simplement, là, on va créer des images publiées qu'on va publier sur un site web, par exemple. Alors je crée également un sous-répertoire que je vais appeler sortie web. On va juste faire deux exportations dans deux formats différents, dans deux sous-dossiers différents. On va garder les réglages ici, donc on a une dimension maximale de 600 pixels avec le type d'interpolation, profil ICC sRVB, donc très bien pour l'affichage web. On sélectionne un certain nombre de photos. Alors, je vais prendre 5 photos. Et pour traiter les images, comme c'est indiqué ici au milieu, cliquez sur le bouton pour traiter la sélection ou glisser, déposer ici vos images depuis l'explorateur d'images. Alors avant de lancer l'exportation, je voulais juste vous préciser que bien évidemment les options de sortie qui sont ici fournies par défaut avec Optics Pro 8, vous pouvez créer vos propres options et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc on va faire traiter la sélection en haut à droite. Sinon je peux vous montrer comment ça marche en glissant, déposant les images à cet endroit, et vous voyez l'exportation en cours. Donc ça va prendre peut-être quelques minutes. Donc vous voyez ici les vignettes des images en cours de traitement, le temps restant estimé, avec la petite roue dentée qui indique qu'on est en cours de traitement. Alors évidemment, pour ça, il faut un ordinateur quand même assez puissant, hein. Si vous vous amusez à traiter des images comme ça par l'eau, il faut vraiment, une machine qui soit quand même à la hauteur. Alors maintenant, on va aller chercher nos images dans les sous-dossiers respectifs. Alors pour ça, je vais tout simplement passer par les images que je vais essayer de retrouver. Alors, j'ai pas pris la précaution de repérer où était. Alors, je vais recommencer et je vais changer le dossier principal de destination. Je vais tout simplement choisir, voilà, mon bureau, comme ceci, et on va reprendre l'exportation. Voilà. Alors, autant pour moi. Dans le bureau. Voilà. Je reprends. Donc l'exportation reprend. Alors j'ai tout simplement oublié où se trouvent toutes ces images à l'origine. C'est pour cette raison que je recommence. Donc là j'exporte vers le desktop de mon ordinateur en prenant soin de créer des sous-dossiers qui vont contenir séparément les images TIFF et les images JPEG destinées au web. Alors je vois que tout le monde est suspendu à ce qui se passe.
Voilà le traitement des images une par une, la roue dentée ici qui indique que l'image est en cours de traitement. Là, moins de 30 secondes. Nombre d'images encore à traiter 2. Donc vous avez toutes les informations ici. Alors si vous traitez 200 images comme ça, vous avez bien évidemment le temps d'aller boire un café, quel que soit l'ordinateur que vous utilisez. Et on va aller voir maintenant sur le bureau. Voilà, donc ici, j'ai mon dossier sortie TIFF avec les images en TIFF, comme vous pouvez voir ici, en TIFF 16 bits, donc l'image qui pèse quand même 240 mégaoctets. Je passe à l'image suivante, quand même quelques secondes pour qu'elle charge. Voilà. Et le dossier sortie web, donc avec des JPEG, donc qui font 79 kilooctets et qui font très exactement 600 pixels sur la partie la plus large. Voilà, donc mission remplie. Alors ne faites pas comme moi, souvenez-vous de l'endroit où vous envoyez les photos et surtout d'où elles viennent si vous choisissez l'option de placer les photos dans le dossier d'origine. On va retourner dans DxO. Alors voilà, on a fait le tour de notre programme de ce soir. Donc pensez qu'Optix Pro 8 va faire une grosse partie du travail pour vous grâce à ces automatismes très puissants. N'oubliez pas que vous disposez des modules optiques, que vous disposez également des autoréglages, que vous pouvez créer des autoréglages, que vous pouvez les personnaliser ou les modifier à volonté. Et vous avez bien évidemment toute cette palette d'outils qui existe dans l'onglet personnalisé qui vous permet de traiter les images à votre guise ou de les transformer radicalement comme on l'a vu avec cet exemple de photo du phare. Transformer les images complètement mais sans négliger la qualité des images. Voilà, alors je vous remercie de votre attention et toutes mes excuses pour avoir débordé sur l'horaire. Il est 21h15. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je pense que les amis de DxO, les Olivier, Laurent vont continuer à répondre pendant un certain temps par chat à vos questions. Bonsoir à tous, merci beaucoup.